à la fois une continuité avec une histoire très ancienne qui est celle des musicales qui a existé sous plusieurs formes et sous plusieurs noms d'ailleurs depuis maintenant 65 ans et qui même plonge ses racines dans une histoire encore plus ancienne qui est les débuts de la musique de chambre à Colmar et dans le Haut-Rhin en général au XIXe siècle, notamment avec une grande figure qui était Julius Stockhausen, un baryton alsacien mais très connu en Allemagne, ami de Brahms et de Clara Schumann. Et d'une certaine manière, on est dans la continuité avec cet esprit-là qui est tout simplement, bien sûr, au cœur la musique de chambre, mais pas seulement, aussi la musique symphonique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec l'Orchestre de Strasbourg. Et puis dans une grande ouverture et une grande diversité des répertoires, c'est-à-dire qu'on n'oppose pas la musique ancienne du XVIe, XVIIe siècle jusqu'à nos jours, la création contemporaine, puisque le festival passe très souvent, régulièrement, des commandes à des compositeurs vivants, et avec bien entendu tout ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire le répertoire de l'époque classique, bien sûr la musique romantique, toute la musique du XXe siècle, dans des formations très variées, musique soliste, mais beaucoup de musique de chambre, de trio, de quatuor, de quintet, de sextuor, et je ne sais quoi encore. Cette année, vous avez tenu à mettre le mot Europe en Oui, avant. ce qui peut paraître un peu étrange pour un musicien, parce que quand on fait de la musique dite classique, même si ça n'est pas un mot que j'aime tellement, parce qu'on ne sait plus du tout ce que ça veut dire, j'insiste d'ailleurs toujours sur le fait que dans notre cas, il y a vraiment place pour la création. Mais disons que dans ce cadre-là, quand on est dans la musique, beaucoup du patrimoine européen, par définition, beaucoup de nos musiques viennent de l'Europe entière depuis 400 ou 500 ans. Sans exclusive, bien sûr, sur toute la musique qui a été composée, notamment en Amérique du Nord, du Sud ou en Asie. Mais enfin, quand même, le cœur de notre répertoire, c'est l'Europe. Alors ça peut paraître un peu étrange de mettre l'Europe comme thème. Mais dans cette époque un peu troublée, l'année dernière, à l'issue du festival que nous avons consacré à la figure de Jean-Sébastien Bach et à toutes ses influences au travers du temps, et après le choc du Brexit et des replis nationaux, je me suis dit que nous, musiciens, nous avions un peu des choses à dire sur ce sujet. Parce que la musique, depuis l'Antiquité, en Europe, s'est forgée dans le voyage, dans l'échange, bien sûr aussi dans la revendication des identités, et c'est très bien comme ça. Mais il n'y a pas, y compris quand on regarde les compositeurs les plus emblématiques de leur nation, de leur pays ou de leur terre, qu'ils soient d'Europe centrale, de France ou d'Europe du Sud, d'Italie, d'Espagne ou bien sûr la Scandinavie, il n'y a aucun de ces compositeurs, même donc les plus emblématiques, qui se soit construit sans influence d'un autre pays. Les compositeurs espagnols ont été très marqués par la France, les compositeurs d'Europe centrale ont été très marqués par l'Allemagne, bien évidemment. Si on regarde même une figure aussi emblématique que celle de Bach, Bach aimait la musique italienne, il a copié à la main la musique de Vivaldi, il s'intéressait énormément à l'héritage de la musique française. Le compositeur qui symbolise la gloire de Versailles et du roi Soleil, c'est Lully, c'est un Italien, il a même francisé son nom en mettant un Y. Enfin bon, les exemples sont multiples. Un des plus beaux peut-être, c'est celui de Mozart, qui est ce musicien autrichien, mais qui voyage l'équivalent d'années entières de sa vie. Il passe des années sur la route, pas seulement ici ou là, mais simplement le temps passé dans des calèches par Mozart, ça se compte en années pour sillonner l'Europe et pour se nourrir de toutes les influences de l'Europe. On pense bien sûr à ses opéras. Il n'y a qu'un opéra de Mozart qui soit en allemand, c'est la Flûte enchantée. Tous les autres sont en italien. Toutes ces grandes figures, bien sûr Beethoven. Beethoven était édité, on écrivait son nom Louis de Beethoven à l'époque. Il n'y avait pas les mêmes barrières linguistiques, il n'y avait pas les mêmes frontières. Je crois que c'est très important de le rappeler tout simplement. La musique, elle s'est forgée comme ça. Et peut-être qu'elle a des choses à nous apprendre sur le fait qu'on ne perd pas son identité en s'enrichissant de celle des autres. Ça peut paraître même un peu un cliché que de dire ça, mais en matière musicale, c'est pas une idée, c'est une réalité. Et c'est ça que j'ai voulu illustrer dans cette programmation. On parle du projet européen, bien sûr, l'Europe c'est un projet et c'est très bien
qu'on se projette dans ce que nous voulons faire de l'Europe, ce que nous voulons léguer à nos enfants, quel système éducatif, quels échanges il y a à partager. Et en même temps, bien sûr, c'est aussi un héritage, celui de la paix, je crois, pour commencer dans les 60 dernières années. C'est jamais arrivé en Europe, donc ça suffit en soi à être célébré. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une réalité que nous vivons, nous musiciens, depuis des siècles. Alors justement, le programme de cette année, pour illustrer ce propos que nous souscrivons entièrement, et il est toujours bon de rappeler que cette utopie européenne est une des plus belles utopies humanistes. C'est tellement naturel parfois qu'on a tendance à l'oublier. Oui, et on oublie ce qu'on partage. C'est un espace unique dans le monde d'échanges culturels, de droits et de libertés, de droits sociaux aussi, que malgré tout nous partageons, avec beaucoup d'améliorations à apporter, beaucoup d'imperfections. Nul n'est besoin de le dire, mais quand on voyage, ce qui est aussi le cas des musiciens, quand on voyage dans le monde entier, on voit aussi ce que nous avons et qui fonctionne. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'amélioration à apporter, de choses à protéger aussi, certainement, mais de voir un petit peu ce que nous avons et que nous devons, je crois, de temps en temps célébrer, pas seulement être dans la critique négative, mais aussi dire que tout ça, c'est au fond quelque chose de positif. Il y a déjà des acquis positifs, et puis bien sûr, à nous de les faire fructifier. Bien sûr, en cette terre d'Alsace, c'est aussi quelque chose qui a une résonance profonde. Je lisais récemment cette phrase de Pierre Filmin qui disait « Je suis alsacien, donc je suis européen ». Je crois que tout est dit. Alors mon programme, il essaye d'illustrer tout ça. Il essaye de faire en sorte qu'à la fois, il y ait l'illustration de ce foisonnement européen, sans frontières, sans limite, ni géographique, ni temporelle, et en même temps, bien sûr, essayer de structurer. Parce que sinon, ça pourrait être un peu un fourre-tout qui ne dit rien. Alors, un exemple parmi d'autres, un concert qui est assez centré autour de la voix, où on passe de Monteverdi, qui est, dit-on, et à raison, l'inventeur de l'opéra sous sa forme vraiment moderne, et puis on finit avec les Wesendonck-Lieder de Wagner, qui est une autre incarnation forte de l'opéra en Europe. Il y a bien sûr aussi des thèmes un peu transversaux, comme ça, à l'image de l'opéra. Un autre qui est la suite. Alors la suite, c'est la suite de danse. Les danses, on voit très bien dans les suites qui ont été écrites par des compositeurs, notamment en France. Elle est beaucoup formalisée en France, la suite, à la fin du XVIIe siècle, avec un compositeur comme D'Anglebert, qui aura des influences sur les fameuses suites de Bach, mais aussi plus tard la suite bergamasque de Debussy. Alors bergamasque, c'est autre chose, c'est l'univers poétique, c'est pourquoi pas Paul Verlaine, c'est la suite italienne de Stravinsky, qui elle est marquée par Pulcinella et tout l'univers de la Commedia dell'arte. Donc on voit bien un compositeur russe qui prend pour lui dans des ballets la Commedia dell'arte et puis qui transcrit ces ballets pour le violon et le piano. Alors la suite, ça je crois que c'est un très joli thème. On voit aussi que les danses, bien sûr il y a des danses de tous les pays d'Europe, et puis la suite, c'est aussi une ouverture à la suite. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Il y a en ouverture avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg un programme qui a aussi une forte tonalité européenne, puisque clin d'œil pas anodin, je crois, nous commençons avec Elgar. Les musiciens se font mal à l'idée du Brexit, les musiciens comme d'autres d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup d'amis anglais qui sont au 36e dessous d'être en dehors de l'Europe. Donc voilà, une œuvre qui dit tout simplement que la musique européenne, elle existe aussi ô combien avec les Anglais. Et puis, c'est aussi une œuvre intéressante parce qu'elle lie la musique de chambre et l'orchestre. C'est une œuvre pour quatuor à cordes avec le magnifique quatuor Modigliani qu'accompagnera donc l'orchestre de Strasbourg, que j'ai le plaisir de diriger. Et puis, en même temps, juste après, la symphonie concertante pour instruments à vent de Mozart. Donc là, 4 instruments à vent, un quatuor à cordes auquel succède un quatuor à vent, également accompagné par un orchestre. Donc c'est aussi cette frontière un peu poreuse entre les genres, entre la musique de chambre et l'orchestre, qui va bien pour l'esprit des musicales. Et puis ensuite, nous aurons une œuvre d'Edouard Grieg,
qui s'appelle la suite Holberg, qui est très connue, même si on ne connaît pas le titre souvent dès qu'on joue tel ou tel thème. Ce sont des thèmes extrêmement populaires, très beaux, très, à la fois assez joyeux. Il reprend des danses, souvent dans les suites. Il y a une gavotte, il y a également une sarabande, qui est une danse lente et plus mélancolique. Et à la fois cette musique marquée par le romantisme nordique, mais qui regarde en arrière vers la poésie de Holberg et bien sûr vers la forme de la suite telle que nous l'a léguée Bach ou aussi bien sûr les compositeurs français. Et pour terminer, une œuvre aussi qui, je pense, a une forte résonance, qui est un joyau de la musique française, c'est le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Alors, tombeau, c'est le mot ancien, soit pour rendre hommage à une figure disparue. Donc, il rend hommage à la figure de François Couperin, et en même temps, par là même, à toute la musique baroque française, une période particulièrement glorieuse de la musique en France, plus à bien des égards que le 19e siècle. Et Ravel, bien sûr, se souvient de ça. Et puis en même temps, de manière très pudique et plus cachée, il écrit cette œuvre pendant la guerre. Et chacun des mouvements de cette œuvre est dédié à l'un de ses amis morts au front. Donc c'est une œuvre qui n'exprime pas ça de manière directe, bien qu'à mon sens, il y a parfois une douce et discrète mélancolie, un peu cachée comme ça, comme souvent chez Ravel, de manière extrêmement pudique, extrêmement fine, mais c'est quand même bien là. Mais c'est une œuvre qui résonne à plein de degrés possibles sur l'histoire de la musique en France et en Europe, et bien sûr sur l'histoire personnelle de Ravel et l'histoire avec un grand H, parce que quand on pense Europe, la réalité, et particulièrement en Alsace bien sûr, de la Première Guerre mondiale est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Une autre forme d'utopie aussi, entre guillemets, c'est pour en venir aux interprètes, c'est que vous avez toujours souhaité qu'au sein du festival et des musicales, les interprètes restent pendant une bonne partie de la durée du festival, qui j'imagine aussi permet effectivement d'avoir des échanges, des moments de travail, mais aussi des moments de rencontre. Et justement, alors quels sont ces interprètes cette année? Vous avez évoqué le Quatuor Modigliani. Oui, ils sont nombreux autres. Bien sûr, hein. Il y a des violonistes. Il y a un violoniste français qui est Pierre Fouchenren, une violoniste russe qui s'appelle Alena Baova. Il y a une altiste finlandaise qui est Lili Majala. Il y a ma collègue et amie Emmanuel Bertrand au violoncelle. Il y a au piano Finin Collins, pianiste irlandais, Peter Laul qui vient d'Estonie et de Russie. Je dis les nationalités, ce que je ne fais pas toujours, mais là j'insiste parce que c'est l'Europe. Et il y a Kenneth Weiss qui est un claveciniste américain, parce que bien sûr il n'y a aucune exclusive dans les musicales, et qui est un des meilleurs connaisseurs de la musique de clavier de toute l'Europe, et pas seulement celle que l'on connaît du 18e, du 19e ou du 20e siècle, mais aussi beaucoup des 17e et même 16e siècle, qui fera un récital, j'insiste là-dessus, parce qu'il a été annoncé assez tard, sur le magnifique clavecin Rückers du musée Unterlinden, qui est un joyau du musée Unterlinden, clavecin classé, on pourrait dire, un des rares clavecins anciens aussi bien conservés, qui a une sonorité unique. Donc oui, bien sûr, un plateau de musiciens d'exception qui nous fait l'amitié de rester toute la durée du festival, ce qui permet cette liberté de programmation. Et aussi, bien sûr, c'est un esprit, c'est-à-dire que il reste là, mais tout le monde accepte que parfois il y en a un qui va jouer en solo, et il y en a un qui va jouer juste après. Le même musicien va passer d'un rôle de soliste à un rôle beaucoup plus discret au sein d'un ensemble. Et c'est ça, bien sûr, l'esprit des musicales, à la fois de fortes individualités, mais un grand sens collectif. Le tout dans des lieux magnifiques. Alors oui, nous serons l'essentiel du temps à Colmar, mais alors à Colmar, il y a plusieurs lieux magnifiques pour nous accueillir. Il y a le théâtre municipal, nous avons donné beaucoup de concerts par le passé, l'église Saint-Mathieu également, qui est un joyau, et puis plus récemment, depuis l'année dernière, nous donnons aussi un concert l'année dernière et cette année, un de nos concerts a lieu au musée Unterlinden. Alors celui autour du clavecin Rückers, dans une des petites salles du musée, puisque le clavecin n'est pas déplacé, et un autre de musique de chambre qui est donné dans l'ancienne piscine, puisque les bains municipaux ont été réaménagés pour le musée, et cette piscine ne sonne pas du tout comme une piscine. Rendez-vous musical au Festival de Colmar, mais je ne voudrais quand même pas que nous nous séparions provisoirement.
J'espère nous revoir bientôt pour que l'on évoque votre actualité discographique avec le Chez Lomo et le Dvorak qui vient de sortir. Mais on ne parlait pas de votre activité principale qui est celle de violoniste, de musicien. Là aujourd'hui, violoncelliste, pardon. Là aujourd'hui, je vais prendre un petit peu de recul, parce qu'on vous voit dans une autre activité qui tient de plus en plus de place dans votre vie, qui est celle de la direction d'orchestre. Oui, effectivement, j'ai commencé il y a quelques années, un peu parce qu'on me l'a proposé, et notamment avec les Solistes de Zagreb, qui est un orchestre de chambre que j'ai beaucoup dirigé depuis 5 ou 6 ans. Nous avons même enregistré ensemble les concertos de Haydn. Et là, c'est pour la première fois avec l'orchestre de Strasbourg, ce qui est bien sûr une joie particulière, parce que tout simplement, c'est un orchestre magnifique, et j'y compte beaucoup d'amis, camarades d'études, de gens avec qui j'ai étudié au Conservatoire de Strasbourg ou à Paris, et même parfois des anciens étudiants maintenant. Donc beaucoup de croisements pour moi, à la fois dans le temps et la géographie, et beaucoup de souvenirs aussi qui remontent à la surface, parce que les premiers concerts d'orchestre que j'ai entendus enfant, c'était cet orchestre magnifique avec lequel j'ai découvert la musique. Mon premier professeur, Jean Deplace, était violoncelle solo de cet orchestre. Claude Ducrot, alto solo, un des meilleurs amis de ma famille, à qui je dois beaucoup aussi dans ma découverte de la musique. Donc, et j'en passe et des meilleurs. Donc, bien sûr, c'est une émotion et une joie particulière que de les retrouver là et de les inviter à cette fête musicale et européenne à Colmar. D'autant que j'ai appris par l'administration de l'orchestre, c'est pas le moins des paradoxes, que l'orchestre de Strasbourg n'a jamais joué à Saint-Mathieu, à Colmar. Alors déjà, je les avais invités à jouer au Dominicain de Guebwiller. Pareil, c'était la première fois. Alors si en plus je peux réparer comme ça quelques manques, voire absurdités de la vie musicale alsacienne, j'en suis ravi.